can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste your I can taste your. Bonjour à tous, je suis Sacha Lopez, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour cette nouvelle émission autour des transitions. On part à l'exploration des transitions. Pour me présenter rapidement, je suis Sacha Lopez du Work Lab et en partenariat avec le Change Lab, on produit cette série d'interviews autour des transitions et nous avons la chance et le privilège aujourd'hui d'accueillir Thomas Brosard. Est-ce que Thomas, pour ceux qui n'auraient pas encore la chance de te connaître, est-ce que tu peux te présenter ? Alors la chance, je n'irai pas jusque-là, c'est très arrogant, mais en tout cas, ils ne me connaissent pas encore. Je suis dans l'équipe de direction générale d'une entreprise de services numériques familiale qui s'appelle Norcis, dans laquelle on a une singularité, je pense, assez forte qui s'appelle la perma-entreprise, un modèle qu'on a inventé pour nous et qu'on a rendu largement accessible depuis. Et par ailleurs, je m'engage beaucoup, notamment dans le mouvement des Bicorp en France, puisque je co-préside le mouvement pour la France et au sein du mouvement Impact France. Top. Comment ça s'appelle ? Perma Entreprise, qui a fait l'objet d'un livre d'ailleurs, que je recommande, que j'ai lu. Très bon bouquin, très pédagogique et qui raconte en plus vraiment l'histoire vue de l'intérieur. Donc ça, c'est hyper intéressant et on a beaucoup de chance d'être avec toi aujourd'hui. Avant de démarrer les choses sérieuses, au Work Lab, on fait beaucoup de facilitation, on fait beaucoup de jeux d'icebreaker, donc on ne peut pas s'empêcher d'en faire un. Si tu veux bien, on va faire un petit jeu. Hop. Donc on lance une vidéo. Quand tu le souhaites, tu dis stop, et pour apprendre un peu mieux à te connaître, il va falloir que tu répondes à la question. Quand tu veux. Stop. J'ai fait le plus vite possible, hein, Sacha, parce que sinon ils vont faire une crise d'épilepsie. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait marqué ça, comme c'est dans les épisodes sur Disney+. Attention, ça peut provoquer des crises d'épilepsie. Je suis d'accord. Alors, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais ? Je vais essayer d'être aussi spontané que la question qui s'affiche en disant qu'en fait, je rêve qu'on arrive à transformer les réseaux sociaux pour que nos très chers influenceurs cessent d'essayer de vendre des blanchisseurs de dents et autres vacheries du genre ou des produits made in China globalement, mais fassent la promotion de la perma-entreprise, de Bicorp et fasse qu'on accélère la transformation d'un monde qui a méchamment besoin que les entreprises, au premier rang desquelles, soient plus investies des causes sociales et environnementales. Voilà, j'aimerais bien mettre ce petit coup de baguette magique sur TikTok, Instagram et tous ces réseaux que je n'utilise pas d'ailleurs au passage. Ouais, mais c'est pas mal, ça, t'as raison. Ça, ce serait une bonne piste parce que, comment ça s'appelle ? Ça me fait penser à un truc. J'avais lu il n'y a pas longtemps qu'effectivement, pour changer les comportements, les têtes d'influence, enfin les gens qui influencent ont un levier hyper fort. Tu peux changer des comportements juste en te disant tiens, ce truc-là est à la mode. Le côté à la mode a un pouvoir pour changer les comportements très fort. Et c'est vrai que quand tu vois pourquoi il est utilisé, c'est assez terrifiant, voire atterrant. Ouais, je suis d'accord. Mais il y a un mot pour ça en écologie, ça s'appelle un nudge. Hein, c'est une méthode incitative non contraignante où tu vas dire tiens. 60% des gens de ta ville font déjà ça, pourquoi pas toi ? Exactement. Exactement. Ouais, ça suggère qu'il y a une mode ou qu'en tout cas c'est largement fait, très à la mode dans les hôtels. Hein, et vous, est-ce que comme 80% des résidents, vous ne ferez pas laver votre serviette aujourd'hui pour sauver la planète, quoi ? Ouais, c'est ça. Alors que quand tu vois effectivement le contenu des influenceurs, quand je vois ce que regarde mon fils, effectivement, lui, ce qu'il rêve, c'est d'aller en jet privé à Dubaï, quoi. On va pas se mentir. Hein. Donc, c'est pas très Écoute, en accord je pense avec que ce qu'on veut faire. J'ai eu cette spontanéité là-dessus parce qu'il se trouve que la semaine dernière, il y a un député qui a fait un truc excellent. C'est qu'il a détourné une vidéo d'une influenceuse sur des produits Shein que lui-même avait acheté pour le besoin pédagogique d'une vidéo qu'il a faite sur TikTok où en fait, à la fin, il dit moi, ce que je veux maintenant, c'est une loi qui mette 5 € de taxe de douane sur chaque produit importé de cette marque-là. Et il a fait exactement avec les codes de l'influence. Je l'ai relayé, ça, et lui-même, sa vidéo a méchamment buzzé. Il a fait 100 fois plus de vues qu'à l'accoutumée. Donc, il a vraiment utilisé les codes de l'influence pour une finalité beaucoup plus positive. C'est un super cas d'école, ça. Ouais, excellent, excellent. Bon, alors, on va rentrer dans le vif du sujet.
Et puis, on va commencer ce que nous, on appelle la fameuse interview. Donc, on va poser des questions un peu sérieuses avant d'avoir des questions un peu décalées. Yes, on est parti. Alors, on a plein de questions à te poser, et notamment la première. Donc, tu es partie prenante dans le mouvement Bicorp. Est-ce que tu peux nous dire, c'est quoi Bicorp? D'où ça vient? Alors, Bicorp, déjà, c'est l'idée qu'une autre économie est possible, que cette économie, elle doit se construire pour être bénéfique, utile à tous les humains, tout en préservant les ressources naturelles, voire en les restaurant, les régénérant lorsque c'est possible. Et donc, pour ce faire, il faut absolument sortir de la logique du tout financier qui a trop largement fait la preuve de sa capacité à créer des dégradations sociales et environnementales. Alors, pour y arriver, pour faire la preuve de ça, Bicorp, c'est aujourd'hui une grande communauté de plus de 8000 entreprises dans le monde et plus de 400 ou tout près de 400 en France. À l'heure où on se parle, on doit être à ça de passer les 400. 400 entreprises qui ont été reconnues pour leur engagement social et environnemental, surtout pour leur capacité à, par le business, apporter des solutions bénéfiques. Et ça, c'est une grande différence de beaucoup d'autres dispositifs que moi j'ai pu tester, connaître par le passé. C'est qu'on vient vraiment questionner la capacité du business à répondre à ces enjeux plutôt que sa capacité à créer de la richesse financière, souvent d'ailleurs capitalisée par quelques-uns ou quelques-unes. Donc voilà, Bicorp, c'est ce mouvement aujourd'hui finalement très vaste à l'échelle mondiale, qui est dans une centaine de pays, qui couvre énormément de secteurs d'activité, nonobstant quelques secteurs qui sont peu compatibles avec cette idée-là, et puis qui réunit ces entreprises parce qu'en fait, elles sont labellisées suite à un audit assez touffu, assez dense, qui porte sur 200 à 300 questions selon les typologies d'entreprises et qui vient vérifier comment le business peut se rendre utile ou pas et comment l'entreprise cherche à améliorer l'impact positif qu'elle peut avoir sur le monde, voilà, par un processus très dense. Voilà en quelques mots ce qu'est Bicorp aujourd'hui en France et plus largement dans le monde. Et donc, c'est un label, c'est ça, hein? Tu bénéficies d'un label. Et ça vient des États-Unis, c'est ça ou pas? Je ne suis pas sûr de moi. Oui, alors ça a été créé en 2006 par 3 entrepreneurs qui voulaient, en gros, dans leur industrie qui était celui de la chaussure, de la basket, faire bien mieux que les géants du secteur, mais se sont rendus compte que s'ils voulaient passer des échelles en termes d'impact, ils avaient plutôt intérêt à créer une dynamique mondiale labellisant les entreprises qui s'engagent comme eux à l'époque, plutôt que d'essayer de lutter contre les géants du secteur, dont une marque à la virgule ou une autre grande entreprise d'origine allemande qui savent mettre tous les verrous qu'il faut pour que leur marché ne change pas trop et qu'ils puissent continuer à être extrêmement performants économiquement, avec des choix parfois questionnables en matière sociale ou environnementale. Ouais, ok, d'accord. Et alors, juste un point de précision. Tu fais partie de Bilab. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est Bilab pour ceux qui ne le savent peut-être pas Oui, donc encore. puisque l'entreprise dans laquelle je suis, Nord6, est aujourd'hui certifiée Bicorp, on a renouvelé l'année dernière notre certif. Moi, je me suis beaucoup investi dans ce mouvement parce que je crois très très fort au fait qu'il vient poser des questions qui piquent, des questions qui historiquement étaient peu posées sur le modèle d'affaires en tant que tel, au-delà de tout ce qu'on peut faire en termes d'engagement sociétal à l'externe. On vient finalement toucher ce qui drive la quasi-totalité des prises de décision dans les entreprises aujourd'hui, quand on parle du business. Donc voilà, et je me suis investi dans le mouvement jusqu'à devenir coprésident du mouvement pour la France. Et ce mouvement pour la France, il est porté par une association qui s'appelle Bilab. Voilà, c'est cette structure-là aujourd'hui que je préside et qui est aussi en fait une organisation mondiale puisqu'il y a une antenne européenne, il y a des antennes dans les pays où Bicorp est présent, le mouvement est présent, et puis il y a la structure mère, on va dire, qui est en Amérique du Nord et qui, elle, est une structure qui est un trust, donc c'est l'équivalent d'une fondation, en fait, en France. Ok, d'accord. Très bien. Et tu en parlais tout à l'heure, chez Nord6, du coup, vous êtes une perma-entreprise. C'est quoi une perma-entreprise ? Une perma-entreprise, c'est une entreprise qui s'est inspirée de la permaculture pour co-construire avec ses équipes et son écosystème plus largement une stratégie qui va enfin faire fusionner les enjeux business et les enjeux historiquement d'engagement sociétal, on va dire RSE dans le monde de l'entreprise. Une perma-entreprise, c'est une entreprise qui s'est structurée, qui s'est designée, et notamment par sa stratégie, pour développer des produits et des services qui soient utiles aux humains, sans détruire les ressources naturelles, voire en les régénérant lorsque c'est possible,
et en s'assurant qu'ensuite, elle répartisse équitablement les richesses qu'elle a pu créer, générer. Voilà les grands fondements d'une perma-entreprise. Et donc, c'est ce que nous avons inventé chez Norcis, parce qu'après avoir testé, expérimenté bien des dispositifs comme l'ISO 26000 pour la RSE, Bicorp, la société à mission, EcoVadis et j'en passe, on avait besoin de redéfinir avec l'ensemble des équipes, en tout cas la part des équipes qui voulaient embarquer avec nous là-dedans, redéfinir le projet que l'on voulait conduire, animer ensemble, et qu'on avait besoin d'une méthodologie et puis d'un cadre de pensée qui soit très puissant pour ça. Et c'est là que la permaculture est apparue comme étant finalement la source d'inspiration la plus intéressante, pour notamment une raison, qui est que l'ensemble du modèle, il est basé, régi par 3 éthiques qui sont indissociables. C'est prendre soin des humains, préserver la planète, et le 3e, c'est se fixer des limites et redistribuer les richesses. Tu devines que par rapport au triptyque historique du développement durable, qui en anglais dit People, Planet, Profit, on a un petit basculement qui est People, Planet et Limite, qui en termes de culture d'entreprise change beaucoup de choses. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on s'interdit d'être profitable. D'ailleurs, on doit le rester, mais on doit fixer des limites, notamment à la quête du profit, pour s'assurer qu'on va réellement ne pas dégrader l'humain et la planète. Et c'est en ce sens que on est sur une logique d'indissociabilité des 3 et qu'on va enfin trouver un équilibre que le développement durable historiquement n'a pas permis de trouver depuis plus de 30 ans en fait. Ouais. Et ce que je trouve aussi hyper intéressant, moi, dans cette approche perma-entreprise, de permaculture, c'est le côté un peu systémique aussi. Le fait de se dire qu'on s'inclut vraiment dans un système et qu'on ne change pas tout seul, parce que c'est souvent difficile, je trouve, de changer seul, en fait. Si tes clients sont pas alignés, si tes fournisseurs sont pas alignés, si l'État ne met pas en place les règles, c'est compliqué aussi de vertueux tout seul. Non, tu as tout à fait raison. Et dans le modèle permacole et donc en perma-entreprise, un autre principe fort, c'est la logique de coopération. On appelle ça l'agencement en permaculture, parce que tu vas agencer les composantes de ton potager pour qu'ils gagnent en résilience et en productivité. Et plutôt que de faire du linéaire, cloisonné, bête et méchant, tu vas mélanger les éléments parce que leur diversité va rendre le tout plus résilient, plus performant. En perma-entreprise, c'est pareil, c'est que tu arrêtes de siloter tes parties prenantes. Tu dis plutôt, on a des enjeux, des objectifs communs. Lutter contre le dérèglement climatique, créer de l'emploi, proposer des services de qualité. Et ça, tu le feras de façon d'autant plus efficace et impactante si tu le penses avec l'ensemble de ton écosystème que si tu le penses de façon très cloisonnée et nombriliste, comme le font historiquement les entreprises. Ouais, c'est ça. Et vous arrivez à tirer des clients, des fournisseurs vers votre façon de voir l'entreprise? Est-ce que ça a un impact chez vos clients, chez vos fournisseurs, concrètement? Alors, en fait, ce qu'on observe, c'est, on va dire 2 choses. C'est que, ça a créé une véritable force d'attraction pour développer l'entreprise selon ces principes-là. Et donc, on a, par exemple, de moins en moins de mal à développer des activités avec des acteurs de la santé, de la transition écologique qui veulent de plus en plus travailler avec nous. On a moins en moins de mal aussi à recruter des gens dans un secteur qui est très tendu sur la ressource humaine, parce qu'il y a des gens qui veulent travailler chez nous pour ces raisons-là. Et puis la deuxième chose, c'est que il y a ce qu'on appelle la conduite du changement, qui est souvent longue et complexe. Donc pour ce qui est de l'écosystème historique de Norcis, ce que j'observe, c'est pas une révolution, mais c'est qu'il y a une évolution qui est en train de se mettre en place, une forme de planification de la façon dont progressivement on va réussir à organiser l'ensemble de notre écosystème pour tendre vers cette idée-là. Mais voilà, nous sommes un prestataire de services du numérique. On répond à des appels d'offres dans des cadres de marché très contraints. Donc, je te la fais pas longue. On peut pas faire tout ce qu'on veut. Parfois, on aimerait être super inclusif, faire de l'éco-conception avec plein de télétravail, sauf que tout le monde n'est pas OK avec ça et que donc, on doit conduire le changement. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que là où avant, on avait parfois du mal à générer des échanges là-dessus avec nos clients, le modèle et toute cette philosophie que l'on développe autour et la stratégie d'entreprise qui en découle nous aident à aligner progressivement l'ensemble de l'écosystème sur cette vision qu'on a. Ouais, vous n'avez pas les leviers sur tout, de toute façon, c'est sûr. Mais par contre, moi, ce que j'entends aussi qui est hyper intéressant, c'est que tu attires les gens qui partagent les mêmes valeurs que toi. Et ça, je pense que c'est hyper fort de travailler. Quand tu partages quand même des valeurs profondes avec un client, je pense que les relations elles sont vachement plus fortes. Et puis la marque employeur, concrètement, très objectivement, c'est un sujet quand même hyper important pour beaucoup de gens. Et c'est une façon objective d'y répondre aussi, même au-delà des valeurs que tu prônes, il y a ce côté très terre à terre qu'on peut aussi mettre en avant. C'est cool. Écoute, nous nous sommes des entrepreneurs, donc on est aussi pragmatique que possible. Ce qui n'exclut pas d'être super engagé, en tout cas de faire tout notre possible pour
faire en sorte que notre entreprise, partout où elle le peut, sert l'intérêt général. Et c'est pas simple, mais on peut le faire, y compris dans la redistribution des richesses. Hein. L'an passé, je crois que c'est près de 53% du résultat net qui était redistribué à nos parties prenantes, hein, par les impôts, les plans d'intéressement, la participation, la fondation, le fonds de dotation. Enfin, c'est déjà assez énorme. Ouais. Le reste étant réinjecté dans l'entreprise. Hein, donc, Ouais, c'est ça. on l'a pérennisé. Donc, tu vois, on est loin des logiques de concentration de la richesse qui se retrouvent malheureusement trop souvent. Et en fait, c'est pour ça que d'une vision très systémique, holistique, nous, on a décliné ça en une méthodologie très opérationnelle. Ouais. C'est pour ça que dans le livre, d'ailleurs, on a sorti un livre parce qu'en fait, on a mis la méthode dedans pour permettre à tout à chacun de se l'approprier. Donc, tu nous as fait savoir tout à l'heure que toi-même, tu l'avais lu, je t'en remercie. Mais c'était une forme pour nous de création d'un commun plutôt que de créer un business. Donc, il y avait un renoncement derrière. Et en fait, pourquoi du pragmatisme aussi? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde nos chiffres, nos stats, y compris très terre à terre, en fait, on gagne en performance. Aujourd'hui, le turnover dans le secteur où on opère, il est en moyenne de 25 à 30%. On est entre 10 et 15. Tu vois, on est 2 fois moins élevé. Donc, c'est énorme. Et ça a plein de vertus aussi pour notre performance opérationnelle, etc. On a cette attraction vis-à-vis de plus en plus de personnes qui ont envie de nous rejoindre. Donc, ça, on s'y retrouve aussi. Même la stabilité économique, quand tu regardes le marché est très fluctuant depuis 4 ans avec le contexte qu'on connaît. Nous, on a gardé quasiment le même volume de développement chaque année depuis. En termes de résilience, c'est hyper impressionnant de voir comment tout ça nous a aidé à gagner en stabilité et à garder beaucoup de sérénité en pleine tempête. Le monde aujourd'hui, le monde économique, il est en pleine tempête et je trouve que ça a une valeur inestimable que d'avoir su développer ça par les temps qui courent. Et surtout dans votre secteur, c'est-à-dire que dans votre secteur, quand même, le recrutement, le turnover, c'est des sujets hyper importants. Enfin, les développeurs sont quand même des noms hyper rares, et donc donc c'est hyper intéressant d'avoir ça. Alors, avant de passer à d'autres questions, peut-être juste aussi pour aller là-dessus, vous commencez à avoir du recul un peu sur ce mode d'organisation-là. Donc, vous avez essayé pas mal de choses. Enfin, nous, on a vu passer, ça fait quand même pas mal d'années qu'on navigue dans cet univers-là. On a vu passer pas mal d'entreprises avec beaucoup de bonnes intentions qui étaient allées vers l'entreprise libérée, qui étaient allées vers des entreprises opales, vers des entreprises. Voilà, il y a pas mal de choses. Avec le temps, pas toujours évident. Enfin, je dis sans moquerie parce que je pense que c'est pas facile à faire vivre dans la durée. En fait, le dirigeant part ou il y a quelque chose change, le contexte change et du coup, c'est des démarches qui sont pas faciles à pérenniser. Comment est-ce que, parce que là, j'ai l'impression quand même que ça fait des années que c'est installé, c'est dans la culture de la boîte. Comment est-ce que vous arrivez à pérenniser ce truc-là, tu vois, et qu'au bout d'un moment, ça retombe pas sur ce qui était avant, quoi, c'est-à-dire du business pour du business, quoi. Alors déjà, je vais répondre avec une certaine modestie parce que nous, on a déployé ça il y a 3 ans, donc on a du recul, mais ça reste encore assez frais finalement. Donc, j'irai pas dire que ça marche mieux ou moins bien qu'autre chose. Par contre, pour moi, il y a une clé essentielle dans les principes fondateurs de tout ça, qui, je pense, aujourd'hui, nous offre énormément de gages et de garanties que ça va continuer à bien fonctionner. Et puis, par ailleurs, on a aussi le retour de dizaines et de dizaines d'organisations qui l'ont testé. Donc, on a un peu de recul. C'est que souvent, et je nommerai pas un modèle plutôt qu'un autre, mais il y a une forme de dogme qui est on va faire ça et on va le mettre en place. À mon sens, ce qui peut faire que ça devient complexe et que parfois ça rétropédale ou que ça retombe un peu comme un cheveu dans la soupe, c'est que cette idée, pour ne pas dire ce dogme, ne s'adapte pas suffisamment au contexte dans lequel il est mis en œuvre. Et je vais prendre un exemple tout simple. Quand on parle de libérer l'entreprise, moi, j'adhère à 100% à l'idéologie. Le sujet, c'est que derrière, les personnes qui vont être touchées par ça ne sont pas toutes prêtes et confortables sans strate managériale. Il y a des personnes qui sont plus efficaces et plus en sérénité et en sécurité quand elles ont un cadre de management, qu'il soit opérationnel ou humain. Donc aujourd'hui, ce qu'on apporte, je pense, de différent et sans doute de très sécurisant avec le modèle PERMA, c'est que le niveau d'ambition, il est très fort, il est très exigeant. En revanche, il y a une très forte volonté d'adapter à chaque contexte. Donc, par exemple, chez nous aujourd'hui, le modèle ne s'applique pas pareil dans notre agence qui est le siège social dans les Hauts-de-France que dans notre agence très jeune qui a ouvert à Toulouse récemment. Il y a une vraie adaptation. Et ça, c'est d'ailleurs le propre même de l'éthique, en opposition au dogme qui dirait en gros le vélo c'est bien et l'avion c'est mal. Eh bien, l'éthique, elle, va plutôt venir poser des principes fondateurs, mais ensuite une discussion et un débat contradictoire entre plusieurs personnes pour que dans un contexte précis
qui peut être géographique, temporel, culturel, va permettre de trouver finalement la meilleure solution et la meilleure décision. Et si je reprends l'idée de l'entreprise libérée, par exemple, chez nous aujourd'hui, on n'impose pas le télétravail ou 4 jours par semaine ou l'entreprise libérée. On dit à chaque salarié, nous, ce qu'on veut développer, c'est une capacité pour vous de vivre le travail à la carte. Donc tout ça, c'est pas simple à mettre en place et tout n'est pas possible. Mais moi, je pense qu'on gagne beaucoup à dire, selon votre contexte, vos besoins, eh ben, essayons d'adapter les choses au plus juste. S'il vous faut de l'encadrement, on va en mettre. Si vous en voulez pas, on essaie de faire sans. Si vous voulez bosser à 80%, eh ben, on essaie de voir dans quelles conditions c'est possible, même si vous êtes en prestation chez un client. Si vous voulez être à temps plein parce que vous avez des bonnes raisons de le vouloir, il n'y a pas de problème. Tu vois, c'est plutôt là qu'il y a une vraie différence. Et je pense que la perma-entreprise, par sa philosophie, amène quelque chose d'assez nouveau qui est super intéressant. Ouais, je suis complètement en phase avec toi. Et c'est vrai que le côté qu'on a pu entendre sur le côté entreprise libérée où il faut plus de management et tout, ça dépend, tu as raison, des gens, ça dépend des moments de vie des gens aussi. C'est-à-dire quelqu'un qui démarre, il a besoin d'être encadré. En fait, tu ne l'aides pas à ne pas l'encadrer. Et à l'inverse, effectivement, quelqu'un qui a la maturité et qui a cette envie-là, effectivement, c'est vachement mieux. Et ouais. Donc, et alors, attends, moi, je reviens quand même sur un truc. Tu dis que toi, la mécanique pour pouvoir adapter ça au contexte, c'est l'éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, vous avez pas un comité d'éthique quand même ou ça va jusque-là? On a un conseil éthique qui va plutôt produire des formats d'ateliers, des méthodologies, des modes de pensée, des questionnements, pour qu'ensuite, dans l'entreprise, à différents niveaux, les personnes concernées puissent définir elles-mêmes quelle peut être la meilleure façon d'agir dans leur contexte. Et ce contexte, il peut être lié à une demande d'un client, il peut être lié à des relations humaines, il peut être lié à la dimension environnementale, il peut être lié à plein de choses. Mais puisque tout le modèle est régi par 3 principes indissociables, on dit des principes éthiques, mais on va dire ça, c'est l'éthique théorique. Ouais, et après, ça, on le décline dans l'éthique appliquée. Mais de plus en plus, nous, plutôt que de édicter des principes, avoir des politiques très formalisées de comment il faut se comporter, nous, on va plutôt dire, on a un modèle et une philosophie, pour dire différemment, une culture d'entreprise qui veut qu'on respecte ces 3 principes de façon indissociable. Ensuite, voilà comment vous pouvez réfléchir dans des contextes, dans des situations données pour définir la meilleure façon d'agir dans votre contexte. Et ça, en plus, ça veut dire une autre chose. Mais tu vois, c'est très entreprise libérée parce qu'en fait, on donne le pouvoir à chacun et à chacune de définir et de décider. On les responsabilise. Donc, tu retrouves des choses qui sont très en phase avec l'idéologie de l'entreprise libérée. Simplement, si quelqu'un veut le faire en parfaite autonomie, il doit pouvoir essayer de le faire. Si quelqu'un veut le faire en étant sécurisé parce qu'il a un management qui va s'impliquer dans sa réflexion, et ben, il doit pouvoir le faire aussi, quoi. Ouais, ben j'aime beaucoup cette idée d'éthique là, cette idée de dire au cas par cas finalement comment est-ce qu'on décline ces valeurs-là et donc du coup ouais, laisser le jugement de chacun, enfin le jugement décider quoi et pas mettre en place des règles trop rigides effectivement qui pourraient ne pas correspondre. Ça c'est hyper intéressant je trouve. Alors tu en as parlé un petit peu mais du coup moi je suis preneur de refaire un petit check-up là-dessus. Donc, vous avez essayé pas mal de choses. Tu me disais, entreprise à mission, vous avez été RSE, vous avez certainement fait du label, de l'ISO 26000, tout ça. Pour quelqu'un qui a envie de se lancer là-dedans, ça peut peut-être paraître un peu touffu, tout ça. Comment tu navigues, toi, dans cette jungle-là, à la fois des fois des normes, des principes, des labels Bah, c'est vrai que, et en même temps, c'est un bon signe, mais en ce moment, il y a une profusion de propositions, il y a un foisonnement d'approches disponibles qui est assez intéressant. Et on a besoin de tout pour faire un monde. Donc, moi, je préfère d'abord m'en réjouir. Par contre, je peux comprendre que quand on déboule là-dedans, ça peut être un petit peu anxiogène ou décourageant parce qu'on ne sait pas par où entrer. Je vais pas te dire tester, quel que soit ce que vous testez, c'est bien. Il faut que vous puissiez tester ce qui répond le plus à des besoins immédiats, parce que c'est la meilleure façon de se garantir que ça va marcher ou que ça va être utile. Et donc aujourd'hui, pour moi, il y a à la fois, s'il faut catégoriser un petit peu, il y a des outils, des dispositifs qui vont plutôt tendre à labelliser, à valider des maturités. C'est ce que tu vas retrouver sur de l'ISO 26000, sur du B Corp ou sur de l'EcoVadis, mais ils répondent pas aux mêmes choses. B Corp, déjà, je pense qu'il y a une puissance de la marque et de singularité, c'est challenger le business beaucoup et mesurer l'impact. C'est-à-dire pas tant comment tu vas progresser ou est-ce que tu as une politique
formalisé, mais est-ce que d'ores et déjà aujourd'hui, tu as prouvé que tu étais mature? Est-ce que tu sais me dire quel est l'écart de salaire et est-ce qu'il est de moins de temps à temps, sinon tu n'as pas de points? C'est pas la même chose que de dire quelle est ta politique pour mieux faire demain. C'est aujourd'hui que tu dois déjà avoir un bon impact. Donc ça, c'est ce qui fait la qualité de Bicorp. Après, les autres dispositifs ont d'autres qualités, là où la RSE va beaucoup regarder l'amélioration continue, donc va peut-être aussi regarder comment tu vas progresser demain. Ça, c'est intéressant sur la RSE et l'ISO 26000. EcoVadis, lui, va plutôt être intéressant quand tes clients exigent des choses, parce que lui va venir en fait aider les achats de ton client à valider certaines choses. Donc, tu vois, ça répond pas forcément aux mêmes besoins. Okay. Et après, tu as d'autres dispositifs qui vont être des parcours. En ce moment, il y a pas mal de parcours, notamment pour les dirigeants, les dirigeantes qui veulent se bousculer, se réinventer, etc. Nous, ce qu'on vient proposer avec la perma-entreprise, c'est encore autre chose, je pense, parce que à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui ont été jusqu'à dire « Tenez, voilà la méthode dans un livre ». Et pour une raison simple, c'est que c'est pas notre cœur de métier, qu'on a une raison d'être qui veut qu'on contribue à une évolution positive du monde et qu'on s'est dit, si on veut être sérieux au regard de cette raison d'être, on doit donner les clés à d'autres. Ça ira beaucoup plus vite que sinon on sanctuarise le sujet dans une activité de conseil qu'on pourrait s'autoriser, mais c'est pas le sujet. Aujourd'hui, le sujet, c'est comment on rend la méthode la plus accessible pour aider tout un chacun, tout un chacune, je sais pas si ça se dit, mais je vais être inclusif dans le propos, à réussir enfin un truc que tout le monde a tenté, mais sans trop réussir depuis longtemps, fusionner RSE et business. Et moi, quand je vois dans des rapports annuels des boîtes qui te disent on va doubler les ventes dans les 10 ans, mais on va diviser le CO2 par 2, ça m'énerve parce que il faudrait une rupture techno pour que ce soit possible et que ça arrive extrêmement rarement et que dans l'histoire de l'humanité, à chaque rupture technologique, ça s'est tellement généralisé derrière que de toute façon, il y a eu des effets rebonds qui ont complètement annihilé les bénéfices sociaux et ou environnementaux. Donc, à un moment, il faut arrêter de se moquer du monde. Et je pense que là, avec la méthode Perma, on a vraiment amené quelque chose là-dessus qui est super intéressant pour beaucoup de personnes. Et donc, ça veut dire que ça, c'est vachement intéressant, tu as raison, parce que c'est le cœur du réacteur, quoi. C'est-à-dire que c'est le business, quoi. C'est vrai que, alors, ça commence à changer, mais moi, j'ai vu pas mal de boîtes qui allaient vers, comment ça s'appelle, vers les questions environnementales à petits pas, quoi. C'est-à-dire, ils trempaient le bout du pied. C'est-à-dire qu'on met des éco-cups plutôt qu'à la machine à café. Mais tu te dis, oui, bon, c'est pas ça le cœur. Donc là, ce que tu me dis, mais est-ce que ça, alors, ça, c'est porté par Bicorp ou c'est porté par la perma-entreprise? Le fait de dire, parce que quelque part, tu me dis là que une boîte, du coup, ne va pas forcément chercher de la croissance, alors. C'est ça? Ça va jusque-là? Ah, mais si, elle peut. Mais Norcis continue de croître, mais pas pour n'importe quelle raison. Ouais, c'est-à-dire que, en fait, la perma-entreprise, elle permet aussi je pense, de lutter contre une forme de gros dogme ou de bataille idéologique entre la croissance et la décroissance. On peut croître, mais il faut que cette croissance, elle soit juste et justifiée. Donc, je vais te donner un exemple qui est très caricatural. Moi, un constructeur auto qui veut croître à toute berzingue parce qu'il va refourguer un SUV hybride électrique à tous les citoyens de ce monde, ça n'est pas sérieux. Parce qu'on regarde les limites planétaires et de la filière globalement, on sait très bien qu'il y a énormément d'externalités négatives. Mais un constructeur auto qui va baser sa croissance sur le véhicule partagé partout où c'est possible, un peu de mobilité lourde, parce que il y a quand même des endroits où c'est pas déconnant d'avoir un véhicule un peu gros, et sur la mobilité très décarbonée comme la mobilité douce avec le vélo, je dis d'accord, je dis là ça marche, parce qu'on en a besoin, notre société a besoin de ces modalités-là pour transiter. Hein, tu vois, donc on peut croître, mais une croissance juste et justifiée. Et là, la perma, elle vient apporter une réponse. Là où c'est très complémentaire de Bicorp, parce que tu le citais, c'est que la perma, elle t'aide à co-construire avec tes équipes et ton écosystème ta stratégie d'entreprise. Bicorp va plutôt venir valider que oui, tu as réussi à la déployer ta stratégie, puisque ça va venir mesurer tes impacts. Donc, tu vois, finalement, les deux se complètent extrêmement bien. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, je disais perma entreprise parce que quand on l'a inventé, qu'on a voulu parler à d'autres, on s'est dit là on est légitime, c'est dans le monde de l'entreprise. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y a des assos, des fondations, des ONG qui se sont saisis du modèle parce que ça marche aussi très bien pour d'autres types d'organisations. Là où les entreprises cherchent à être meilleures pour le monde à travers leur business, avec souvent une pérennité, un modèle économique qui tourne, les acteurs d'intérêt général, eux, sont meilleurs pour le monde, mais souvent ont besoin de trouver un modèle économique pour se pérenniser. Donc, en fait, ça marche dans les deux sens. Ouais, carrément, c'est intéressant. Ouais. Et
Alors, tiens, je redis un truc parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais dans la question aussi qu'on se disait sur la pérennisation d'arriver à mettre en place ce genre de modèle-là, moi, je pense que vous avez une chance aussi si vous êtes une entreprise familiale. Je trouve que ça t'apporte comment ça s'appelle, une durée, tu vois, que beaucoup de boîtes, moi, que j'ai vu passer, n'ont pas, quoi. Souvent, tu as un DG, machin, qui part, qui change, et donc, du coup, c'est difficile d'avoir la continuité. Là où je trouve que dans une entreprise familiale, tu as ce truc-là qui est hyper intéressant voilà, d'avoir une vraie continuité et des valeurs qui peuvent être portées et incarnées physiquement, voilà, par des gens voilà, qui ne vont pas partir la semaine prochaine pour aller prendre un autre poste ailleurs, quoi. Mais aujourd'hui, tu sais, la direction du groupe Nord6, elle est assez partagée. Alors, on a une directrice générale, on a des directeurs régionaux, etc. Mais il y a au niveau des prises de décision, il y a plusieurs organes de gouvernance où finalement la décision, elle se fait de façon très concertée. Okay. C'est pour dire que tu as raison sur la stabilité que peut avoir une entreprise familiale, et en même temps, on sait qu'aujourd'hui en France, il y a énormément de PME et d'ETI qui vont devoir changer demain parce que les fondateurs, dirigeants n'ont pas toujours dans la famille des personnes à même de reprendre. Et chez nous, on n'est pas du tout dans la logique du fils du patron qui vient reprendre les rênes. Hein. Ça n'a pas du tout été fait comme ça. Et moi, c'était pas mon intention à titre personnel. Je pense que ce qui fait aussi notre stabilité, notre sécurité pour l'avenir, c'est que tout ça se prépare en collectif avec des gens qui sont pas de la famille, mais qui sont très impliqués, investis dans ce projet parce qu'il y a beaucoup de singularités, parce qu'on a créé les conditions pour que eux puissent se développer et se réaliser humainement, professionnellement par le projet, en explorant d'autres voies que les voies classiques. Donc, je pense qu'il n'y a pas que la dimension familiale qui joue là-dedans. Il y a aussi la puissance et la singularité du projet que l'on porte avec le modèle PERMA qui, de plus en plus, je crois, donne envie à beaucoup de gens de rester dans le bateau, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, surtout qu'il y a un moment où c'est quand même pas si évident de recruter, quoi. Et juste un mot, si ça t'embête pas, c'est quoi ton avis, toi, du coup, sur les entreprises à mission? On n'a pas parlé de ça. Comment tu te positionnes dans ce spectre-là? Je pense beaucoup de bien des sociétés à mission, de la démarche et de la qualité juridique. Hein, on parle bien de société puisque c'est dans le droit et que l'entreprise juridiquement n'existe pas dans le droit. Je côtoie assez régulièrement l'équipe de la communauté des entreprises à mission. Aujourd'hui, je crois que c'est un peu plus de 1400 sociétés à mission en France. Donc, en 3 ans, c'est impressionnant tout de même, hein, ce démarrage. Je pense que tout ça est très aligné avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Puisque le fait de définir une raison d'être et de l'associer à des objectifs statutaires sur lesquels tu es contrôlé, pour moi, amène une véritable valeur ajoutée par rapport à ce qui se faisait avant. C'est-à-dire avant c'était est-ce que j'ai réduit mes déchets, est-ce que je réduis un peu mon CO2, est-ce que je réduis l'absentéisme, est-ce que mes salariés sont bien au travail. Mais tu peux faire tout ça et avoir une finalité de l'activité qui est assez source de dégradation sociale et environnementale à l'extérieur de ton entreprise. Donc, je trouve que la société à mission apporte cette vertu-là. Et d'ailleurs, on est tellement aligné avec que lorsque l'on a pensé la méthodo PERMA entreprise, eh bien, on a dit en fait la première étape, c'est de faire une raison d'être. Et ensuite, c'est de la décliner en enjeux qu'on pourrait appeler des objectifs statutaires. Et aujourd'hui, tu as des PERMA entreprises qui sont allés chercher la qualité de société à mission très facilement parce que la méthode est pensée pour ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on connaît très bien l'équipe de la communauté des entreprises à mission et que tu as par exemple un réseau de dirigeantes et de dirigeants PME, ETI, beaucoup qui s'appelle le Centre des jeunes dirigeants, qui a une commission société à mission dont la méthode est celle de la PERMA. Donc, c'est très aligné. Très aligné, quoi. Ouais, c'est très aligné. On s'est un peu positionné en facilitateur méthodologique pour aller vers cette idée-là, mais c'est pas alors, la PERMA n'est pas une fin en soi, la société à mission, sans doute pas non plus. Le plus important, c'est que l'entreprise trouve la raison pour laquelle elle peut justifier de continuer à croître et de mobiliser des ressources. Et si je vais même un cran plus loin, la finalité, c'est comment l'entreprise, par ce qu'elle fait, peut restaurer le bien-être, peut restaurer l'égalité des chances, peut restaurer le bien vivre ensemble dans une société où malheureusement, les tendances peuvent être assez inquiétantes de ce point de vue-là, peut restaurer les ressources naturelles, tu vois. Enfin, c'est un idéal bien sûr, mais il est temps que tous les acteurs de l'économie se posent les questions en ces termes-là. Ce serait pas toujours possible.
mais penser en ces termes-là aide beaucoup, je pense, à innover. Nous, on a vu des exemples de ça. Par exemple, on peut pas régénérer les PC. C'est impossible. Par contre, de se dire comment on pourrait restaurer les stocks de ressources, etc., par l'achat et l'utilisation de PC, ça nous a vachement bousculé pour essayer d'innover et d'être bien meilleur dans l'impact que l'on a à travers ça. Voilà, c'est un exemple qui nous est propre, mais que je pourrais appliquer à plein d'autres choses. Et encore une fois, c'est en ce sens que le modèle, il est à la fois très exigeant, idéaliste dans l'objectif qu'on veut se fixer, dans le cap à long terme que l'on se fixe. C'est pareil pour les sociétés à mission. Par contre, il est très opérationnel parce que derrière, tu déclines une stratégie qui a des cycles de vie, que tu vas l'améliorer au fil de l'eau, que tu vas conduire le changement et que peut-être que c'est là aussi qu'on apporte quelque chose de super utile. C'est à la fois travailler ma vision long terme, mais conduire le changement progressivement. Ouais, et donc, tout à l'heure, tu disais, tiens, bon, on met un peu de plastique recyclé ou des gobelets, on avance à petits pas. Soyons réalistes, dans bien des cas, il n'y a pas d'autre option que le petit pas pour commencer. Et donc, ce qu'il faut par contre pour que ce soit légitime, c'est que ça s'inscrive dans quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Moi, voilà, une marque qui te dirait ça y est, on a sauvé la planète parce qu'il y a 10% de plastique recyclé dans nos bouteilles, alors qu'elle a aucun engagement sur une évolution de ce modèle d'affaires pour aller vers de la distribution en vrac ou des choses comme ça. Honnêtement, c'est pas sérieux. Ouais. Voilà. Et attends, et concrètement, alors du coup, sur les PC, comment est-ce que vous faites pour contribuer à la régénération des ressources? Ça, c'est un vrai sujet, parce que c'est vrai que le digital a un impact aussi qui est vachement fort. Ouais. Et tu restaures pas ou tu régénères pas des minerais ou des terres rares qui ont mis des milliers et des millions d'années à se créer. Par contre, ça nous a amené notamment à faire un truc qu'on n'avait jamais fait, c'est-à-dire c'est quoi tout le cycle de vie, au-delà de nos murs d'ailleurs, du coup, de l'impact de l'équipement numérique. Et donc, on a rencontré des acteurs qu'on connaissait pas. On a mieux compris la filière. On a pensé en reconditionner dès l'aval, dès l'amont, dans tout le cycle de vie chez nous, d'améliorer la durée de vie, etc. Aussi de mettre des warnings lorsque, par exemple, tu arrives à un moment où le PC commence à montrer des signes de fatigue. N'attends pas qu'il soit complètement mort. Envoie-le dans un autre circuit pour qu'il puisse être restauré et utilisé par d'autres, donc d'avoir d'autant plus de cycles de vie. Tu vois, donc on peut pas régénérer. Par contre, je pense qu'on a voilà. Ouais, et aussi parce que du coup, ça nous a amené à découvrir que par les mécanismes de crédit carbone, on pouvait financer le développement de centres de reconditionnement en France. Ok, excellent. Tu vois, ça c'est un effet de bord d'une exploration qu'on a faite suite à l'envie d'innover par le modèle PERMA, qui est super intéressant. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des mécanismes dont on n'avait jamais entendu parler qui nous permettaient, au-delà même de nos murs, de contribuer à ce que l'ensemble du secteur et de ces filières-là soient plus vertueuses, en fait. C'est ça qui est vachement intéressant. Ah oui, carrément. Carrément. Tu connais l'entreprise Régénérative et Openland? Ça te parle, ça, ou pas? Oui, il se trouve que je me suis pas mal investi dans un petit collectif avec notamment Walter Bouvet, mais pas que, d'Openland, Éric Duverger de la Convention Entreprise Climat et d'autres, avec qui on a officiellement lancé il y a tout juste 3 semaines ou 2 semaines le Regen écosystème, parce qu'on est habité par le potentiel et la noblesse que revêt ce mot de régénération qui est très à la mode, mais on est aussi un petit peu inquiet parfois quand on voit un usage un petit peu abusif de ce mot-là, et donc on a envie par ce collectif-là qui va progressivement réunir bien plus de monde, avoir une création de commun autour de ça pour qu'il y ait une culture générale du régénératif qui soit bien meilleure, et puis aussi pouvoir parfois peut-être se faire les garde-fous lorsque on décèlera des usages abusifs qui font que la régénération de régénératif va devenir un nouveau cas masterclass greenwashing, ce qu'on ne souhaite évidemment pas. Ok, top. Et on va interviewer Walter demain. Bon, tu lui passeras le bonjour alors. tu lui prépareras une question, je te redonnerai après. Ah, ok. Alors, je commence à y réfléchir. Ça marche. Alors, il y a une question aussi que j'aurais bien aimé creuser avec toi. Donc, sur le rôle des entreprises dans ces transitions, que ce soit environnementales, sociétales. Donc, je pense qu'on a bien compris que l'entreprise pour toi a un rôle primordial là-dedans.
Mais quid un peu du privé public? Est-ce que l'entreprise peut tout? Est-ce que quand même il n'y a pas des choses, quand on parle de répartition des richesses, des choses comme ça, qui sont plutôt à la main de la puissance publique? Comment tu vois la répartition des deux? Comment tu vois le rôle de l'entreprise là-dedans versus le rôle de l'État ou des collectivités? Le monde de l'entreprise a besoin, donc au global, a ardemment besoin de la puissance publique pour se contraindre et pour que l'ensemble de l'écosystème aille vers quelque chose de mieux. Mais pour différentes raisons, tout ça est extrêmement complexe, lourd et met du temps à émerger. On voit bien tout le cadre réglementaire nouveau, sa mise en place, le contrôle que ça nécessite, c'est extrêmement lourd, donc ça demande beaucoup de temps. Mais il nous faut ça pour que l'ensemble puisse aller vers des pratiques qui soient plus respectueuses de l'humain et de la planète. Par contre, on a aussi besoin pour ça d'avoir des entreprises pionnières qui vont, parce qu'elles concentrent des talents, certaines richesses multiples, et parce qu'elles ont bien souvent une capacité à décider, à mettre en œuvre extrêmement rapide, on a besoin d'entreprises pionnières pour aller défricher, explorer de nouvelles modalités de fonctionnement. Et c'est parce que ces entreprises-là iront explorer, réussiront ces explorations, c'est ce que nous on essaie de démontrer avec la PERMA, que il y aura des forces d'entraînement qui pourront accélérer aussi le rôle du législateur dans l'évolution du fonctionnement du monde économique dans son ensemble. Voilà comment je vois un peu les rôles de chacun. C'est à la fois un État qui va, je dirais, par un cadre réglementaire qui est pas toujours le plus ambitieux, mais qui est absolument nécessaire pour que tout le monde joue à peu près avec les mêmes règles du jeu. Typiquement, avec les mouvements dans lesquels je suis, on milite ardemment pour qu'il y ait une fiscalité adaptative en fonction de la maturité de l'engagement des entreprises. Voilà. Nous, on crée beaucoup moins de turnover, de fatigue, d'absentéisme au travail. On est à 3 à 4 jours max par an et par salarié, là où la moyenne nationale, elle est à 15. Mais un salarié qui est absent, ça a un coût pour la société, parce qu'il y a une prise en charge par la collectivité de son salaire, parce qu'il y a des arrêts maladie, parce qu'il y a des consultations médicales. Est-ce qu'il est normal qu'une société comme la nôtre, qui ne génère que 3 à 4 jours par an versus 15 pour la moyenne, ait des niveaux d'imposition qui soient les mêmes? Moi, je pense qu'il est temps de dire non, mais le problème, et là, il faut être réaliste, c'est que c'est extrêmement dur à dimensionner à l'échelle de l'ensemble des entreprises et des secteurs d'activité de ce pays que de dire dans quel cas est-ce que j'attribue une réduction fiscale ou autre, tu vois, selon les niveaux d'engagement. Mais on a besoin de l'État pour réfléchir à ça, et on a besoin de boîtes qui explorent l'entreprise libérée, la gouvernance participative. En ce moment, la mode, c'est la semaine de 4 jours, voilà, ou ce genre de choses, pour voir si ça marche ou pas, et dire si ça a marché. Derrière, on peut mettre en place un cadre réglementaire pour l'ensemble du pays. D'ailleurs, c'est ce que l'Angleterre est en train de faire sur la semaine de 4 jours. Là, il y a eu le premier résultat d'un déploiement, je crois, sur 2000 entreprises. C'est extrêmement intéressant. Elles vont toutes continuer. En Angleterre, c'est rigolo. Je n'aurais pas dit que c'était en Angleterre qu'ils allaient mettre en place ce genre de choses, qu'ils auraient été pionniers là-dessus. Ok, excellent. Moi, je suis bien en phase avec toi, tu as raison. Parce que, et de toute façon, comment ça s'appelle, tu ne peux pas imposer quelque chose si tu n'as quand même pas un mouvement déjà d'initié, quoi. Enfin, je pense qu'en France, on est très bien placé pour savoir que même si tu as les meilleures intentions du monde, voilà, il y a plein de d'initiatives qui, sur le papier, quand même, sonnaient plutôt bien. Tu vois, les portiques pour taxer le carbone, machin. Mais en fait, quand la société n'est pas prête, tu as beau te dire, il faut mettre une loi, non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, du coup, effectivement, le rôle des entreprises, c'est d'être pionnière, d'être un peu en tête de pont pour commencer à initier ce mouvement-là et faire que ce soit possible et acceptable pour la société de faire ça en disant, regardez, c'est possible, la preuve, quoi. Donc, ouais, ok, super. Demain, je suis une entreprise, je vais devenir Bicorp. Comment ça marche, docteur? Alors, ce qui est puissant avec Bicorp, c'est que en fait, l'ensemble de l'outil qui permet d'évaluer la maturité de l'entreprise en vue de la labellisation, il est gratuit et il est ouvert. Donc, n'importe quelle organisation peut créer un compte sur le BIA. Le BIA, c'est le Be Impact Assessment. C'est notre logiciel qui est en ligne. Et ce faisant, déjà se tester, voir quelles sont les typologies de questions qui sont posées, les exigences qui sont fixées, puisque tu dois avoir un certain niveau de performance sur tous les points de mesure, sinon c'est 0 et il faut un minimum de 80 points aujourd'hui pour passer. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, c'est créer un compte, c'est le call to action du jour. Allez créer un compte sur le Be Impact Assessment, c'est gratuit et ça ne vous engage à rien, puisque aujourd'hui,
Je t'ai donné un nombre d'entreprises qui ont obtenu le précieux sésame, mais il y a dans le monde plusieurs centaines de milliers d'entreprises qui ont créé un compte pour commencer à se tester, à s'évaluer. Ce qui est intéressant quand tu fais ça, moi je l'avais fait à l'époque pour Norcis, c'est que tu découvres aussi des sujets que tu n'as jamais eu dans tes radars en matière d'engagement. Donc ça peut aussi te donner des idées pour progresser. Et puis souvent, c'est aussi une façon d'anticiper, c'est que obtenir B Corp, c'est compliqué. Donc le plus tôt tu commences à regarder, à voir si tu es mature, à vérifier si tu vas être capable de prouver aussi, parce qu'il y a plein de choses qui sont vérifiées et il faut le prouver, à prouver que effectivement tu es mature en termes de réduction des écarts de salaire, de modèle d'affaires à impact sur le volet environnemental, etc. C'est que tu commences dès maintenant, comme ça tu seras prêt dans 1 an par exemple, où là tu pourras appuyer sur le bouton, dire venez vérifier. Et puis ensuite, peut-être obtenir le label B Corp, sachant qu'il y a quelques délais parce qu'on a beaucoup de demandes. Ok. Et on peut se faire accompagner aussi quand même, non? Parce que tout seul, c'est faisable ou oui, c'est vraiment faisable? Ou c'est quand même mieux de se faire accompagner? C'est faisable, mais on maximise les chances de réussir et de l'avoir si on est accompagné par des gens qui savent précisément quelles sont les informations qu'il peut être amené, qu'il peut être nécessaire de fournir, ou parfois certaines questions qui sont pas toujours faciles à appréhender, comment on peut se positionner dessus. Donc là-dessus, il y a plein de voies possibles. Nous, on avait monté un programme, donc nous au sens Bilab, qui s'appelle B-Leader, qui a permis de former des centaines de personnes à une très bonne compréhension de l'outil pour accompagner ensuite des entreprises qui voudraient y aller. Il y a des cabinets aussi qui savent le faire, notamment ceux qui sont eux-mêmes labellisés. Forcément, ils sont passés. Ils sont passés dedans, donc ils maîtrisent mieux la chose, voilà, ce genre de choses. Ok. Et c'est quoi les principales difficultés que tu vois pour les gens qui se lancent là? C'est quoi les principaux problèmes qu'ils ont? En général, la plus grosse difficulté, c'est d'être capable de répondre sur tous les points qui sont demandés, parce que tu n'as pas toujours la data. Et donc, quand tu ne l'as pas, soit tu dis je ne sais pas répondre, et donc tu auras 0. Donc tu peux le faire, mais si tu le fais trop, ça risque de coincer. Et donc du coup derrière, sinon c'est de te mettre en marche pour produire cette donnée, pour mesurer ton impact. Et ça, parfois, ça demande un petit peu de temps de faire remonter la data, de la mesurer. Donc souvent, c'est ça la plus grosse difficulté. C'est pour ça que ça demande un petit peu de temps, sachant que la moyenne des entreprises qui ont fait l'auto-évaluation dans le B-Impact Assessment, c'est 50 c'est 50 points. D'accord. Bon, souvent, on dit c'est sur 200, ce qui n'est pas totalement juste parce qu'en fait, il y a 70 chemins différents selon le type d'entreprise, le secteur, la taille. Tu as 70 variables d'ajustement dans le référentiel. C'est-à-dire, il y a un tronc commun très fort. Mais après, si tu es dans un secteur, tu n'auras peut-être pas certaines questions. Typiquement, quand tu as une usine, faire du télétravail, c'est quand même pas compliqué. C'est quand même pas ça. Ça vaudra peut-être pas le même nombre de points. Donc, il y a des ajustements qui sont faits. Et donc voilà, parfois c'est un petit peu complexe aussi de comprendre précisément comment tout est mesuré. Donc voilà, mais ça pour moi c'est la principale difficulté, c'est de savoir répondre à toutes les questions. C'est ça. Et de savoir sur combien tu es évalué, parce que je te dis en fait les 200 parfois ça peut être sur plus, sur un peu moins, notamment parce que donc dans le modèle il y a 23 on dit modèle d'affaires à impact, c'est 23 différentes de contribuer au bien commun par le business. Parce que ton produit ou ton service apporte un bénéfice social et ou environnemental, parce que par ton business, tu vas créer de l'emploi pour des personnes qui sont dans des milieux défavorisés, qui sont issus de milieux, par exemple, quand tu as des établissements d'aide par le travail avec des personnes en situation de handicap, etc. Et en fait, selon le nombre de business d'affaires, modèle d'affaires impact que tu actives, ton potentiel de points, il varie. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en moyenne, c'est 50 quand c'est auto-déclaré. Il faut passer les 80 et qu'en général, entre ce que tu as auto-déclaré et ce que tu as au final, il y a une baisse. Parce qu'il y a beaucoup de contrôle et que parfois, tu sais pas prouver. Si tu sais pas prouver, t'es pas validé. Ok. Bon, en même temps, ça donne du sérieux aussi au label, quoi. Oui. Je vois l'heure qui file. Quelques questions avant de passer à la dernière séquence de cette émission-là, si tu veux bien. Sur le côté, alors nous, on appelle ça la scoliose organisationnelle, c'est-à-dire que dans les entreprises où il y a des valeurs très fortes et qui sont portées très haut,
des fois, pas évident d'arriver à faire redescendre ça jusqu'au manager opérationnel qui gère son équipe avec voilà, une volonté d'aller vers de la confiance à fond, mais pour autant qu'il y a des managers qui doivent faire plein de reporting, enfin voilà, des choses qui ne sont pas faciles à aligner et du coup, des fois, c'est souvent le manager intermédiaire là, qui se prend toutes ces contradictions en pleine poire. Comment tu vois ça, toi, et comment on peut l'éviter, par exemple? Alors déjà, j'ai bien peur que cette scoliose ne fasse qu'empirer, parce que tu as donné un super exemple. Moi, je pense aussi au fait que tu peux pas décréter la diversité, quoi. Il faut que les gens se respectent et apprennent à se respecter et à respecter l'autre de façon générale. Donc, par exemple, chez nous, ça a été de dire, bah, en fait, au-delà de mettre en place des mécaniques, on a été la première PME à faire le CV anonyme, par exemple, je crois que c'était en 2005. Derrière, on avait créé une formation pour que chacun puisse apprendre à lutter contre ses propres préjugés. Okay. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on est une boîte où la diversité, elle est belle et elle marche bien, tu vois, mais ça se décrète pas, quoi. Donc ça se Et forme. malheureusement, on peut former sur ces sujets-là. C'est intéressant le retour que tu fais, carrément. Mais toujours pareil, c'est pas en étant sur des dogmes, c'est en aidant chacun à comprendre comment lui-même fonctionne pour mieux fonctionner avec les autres, en fait. Tu vois. Bon, et j'ai peur qu'elle empire parce que en ces temps de climat social et environnemental assez anxiogène, au-delà de ce que toi tu as cité comme exemple, celui que je viens de donner, je pense qu'on va aller de plus en plus vers des injonctions paradoxales extrêmement complexes. Et d'ailleurs, il y a une tendance là sur les fonctions managériales extrêmement complexes parce que de moins en moins de gens veulent aller vers ces métiers-là, en fait. Or, on en a méchamment besoin. Et je peux ajouter à ça la complexité générationnelle, parce que là, les générations nouvelles qui arrivent sur le marché du travail, elles sont très, très différentes que les précédentes dans leur mode de fonctionnement, dans leurs attentes. Et je sais que ce n'est pas sans poser des difficultés aux managers. Donc, en fait, j'en reviens un peu à ce qu'on a dit juste avant et puis plutôt tout à l'heure, c'est que, bon, déjà, il y a des grands principes qu'on met en place, il y a une certaine flexibilité, mais après, c'est qu'il faut accompagner autant les managers que les managers sur les principes que là, on citait par exemple. Et puis moi, je reviens à ces outils qu'on est en train de déployer chez nous, notamment autour de la déclinaison plus opérationnelle, plus appliquée des principes éthiques, pour que chacun ait une grille décisionnelle qui partent du même cadre, mais qui peut être ensuite différente dans les réponses apportées parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a une temporalité, parce qu'il y a une culture d'équipe qui peut être différente. Je pense qu'il faut de plus en plus qu'on sache aller vers ces outils qui vont aider à autonomiser pour que chacun trouve une façon de lutter contre les injonctions. Et tu peux pas trouver les mêmes modalités de lutte contre les injonctions partout en France, selon tous les âges, toutes les cultures, tous les contextes, c'est sûr et certain. Mais je retiens ce que tu dis, là, cette notion d'éthique, je trouve ça hyper intéressant de redonner le pouvoir de décliner finalement à chacun, avec à la fois, moi, donc, ce que j'entends de l'éthique, c'est à la fois une exigence et à la fois une adaptation très forte au contexte, quoi. Et pour rebondir... Je fais un rappel à tout à l'heure parce que il y a aussi, voilà, souvent dans les entreprises, quand tu as une direction qui est très engagée, bah, elle va à fond dans son truc, sauf que bah, évidemment derrière sur le terrain, c'est pas la même histoire. Et donc là, bah, c'est nous de la même façon, on met une ambition et un cap très 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 solide sur l'engagement sociétal, y compris par le business, etc. Avec là et les directions locales. Mais derrière, on crée des conditions, des outils, des modalités de fonctionnement pour que les salariés qui le veulent, et c'est pas forcément tout le monde, puissent s'investir dans ce projet-là, puissent eux-mêmes porter des projets qui pour eux sont les projets les plus utiles à l'instant T, sans que ce soit toujours décidé, défini par des directions, parce que sinon on a une société à deux vitesses et ça tient pas la route, quoi. Et ça tient pas la route. Ouais, non, mais je trouve ça, enfin, cette notion-là, je la trouve très intéressante, à la fois responsabilisante et exigeante. Je trouve ça chouette, cette notion d'éthique. Et quand tu dis éthique, je trouve que ça amène bien la complexité de la chose. C'est-à-dire que c'est pas si évident que ça à décliner. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de réponse toute faite. Pour autant, il y a un chemin de réflexion qui est, peut-être que d'ailleurs on manque aujourd'hui. Enfin bon, je sais pas, je vais pas faire mon vieux con, mais il y a le côté un peu philosophique. Je trouve des fois on manque de hauteur sur la réflexion. On cherche des choses, comme tu disais en démarrant, toutes faites, prêtes à consommer, faciles pour le cerveau. Mais il y a peut-être des moments où il faut juste se creuser le cerveau et se dire ok, là, qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Et donc il y a un peu de ça, je trouve, dans ce que tu dis. Ok. On va passer à la dernière séquence de cette interview. C'est les questions un peu bizarres, comme ça. On clôturera là-dessus. C'est parti. Alors,
là, c'est la partie où on a des questions un peu cheloues. On a notamment une question qui nous vient d'un précédent invité, le brillantissime Jérémy Lebris, qui est à la tête de Tomorrow Theory, une société qui fait de la prospective pour les RH et aussi qui a créé le Lab RH. Et donc lui, il est Bicorp, je le précise quand même, hein, qu'il ne faut pas croire que c'est un pirate sans vergogne. Tomorrow Theory est labellisé Bicorp, mais lui, il dit, est-ce qu'il existe des moyens de hacker le système Bicorp? Parce que, voilà, si on est malhonnête, tu crois qu'on pourrait passer à travers les mailles du filet et faire genre, on est Bicorp, mais en vrai, on n'est pas si éthique que ça. Ah, c'est dans ce sens-là. Ok, parce que hacker le système Bicorp, ça peut être de plein de façons différentes. Donc j'étais un petit peu embêté. Donc là déjà tu m'aides en disant ça, mais oui, voilà, c'est ça. Imaginons bah, quelqu'un de malhonnête qui se dise, moi je trouve ça vachement bien de pouvoir avoir ce label-là, mais par contre, bon, on va peut-être pas faire grand-chose pour la société et l'environnement. Comment est-ce qu'il y a des moyens de passer à travers les mailles du filet? Écoute, le hacker, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, aujourd'hui, il y a quand même des procédures de contrôle, de vérification qui sont extrêmement denses. Et d'ailleurs, souvent, ça nous est reproché parce que notamment pour des entreprises qui ont des modèles économiques variables avec plein de produits et services différents, parfois dans différents pays, bah, on fait contrôler plein de pays de façon différente. Enfin, c'est vraiment costaud. Donc, le hacker au sens pur et dur du terme, je suis pas sûr. Par contre, ça m'amène à une autre forme de réponse. C'est qu'aujourd'hui, tu peux être Bicorp sans être parfait. D'ailleurs, personne ne l'est de toute façon. Mais je veux dire, tu peux obtenir les fameux 80 points en étant moins bon, si ce n'est assez mauvais, en certains points de ton activité. Tu peux avoir une activité qui n'arrive pas à prendre soin des humains partout où tu opères et au-delà de tes salariés, mais obtenir Bicorp. Tu peux être une entreprise qui génère certains types de déchets et parfois dans des proportions assez larges et être quand même certifié. Et en fait, du coup, on est en train de nous hacker nous-mêmes en réalité, puisque il y a un processus de 3 ans là qui est en cours au niveau global. Pour la première fois, les standards d'évaluation de Bicorp vont être complètement révolutionnés. C'est-à-dire qu'on va sortir un peu de cette logique de 200, 250 points de mesure différents avec une moyenne de 80 à obtenir. On va rentrer dans une logique où il y aura des figures imposées. C'est-à-dire qu'on est en train d'arrêter une dizaine de thèmes qui, pour nous, sont fondamentaux dès lors qu'on veut se revendiquer être une entreprise à impact positif, très engagée pour un monde meilleur. Sur ces 10 thématiques-là, tu auras quelques points de mesure clés sur lesquels tu ne pourras pas déroger. Tu devras avoir un certain niveau de maturité sous peine de ne pas être Bicorp ou de ne pas être reconnu Bicorp. Donc ça, c'est une petite révolution à notre échelle et je pense que c'est une forme de hack parce que mine de rien, je trouve qu'on augmente d'une certaine manière le niveau d'exigence ou en tout cas on redéfinit les standards de l'entreprise engagée. Et moi, je pense qu'on va dans le bon sens en faisant ça parce que demain, je pense qu'on ne pourra plus se dire qu'une entreprise est vraiment investie des causes sociales et environnementales si elle n'est pas capable de produire un bilan carbone et de dire où elle se situe dans sa trajectoire climat. Et aujourd'hui, ça, tu peux être Bicorp même si tu l'as pas, tu vois. Donc, je pense que ça va être une façon de nous hacker nous-mêmes. Ok. Parce qu'en fait, en gros, ce que tu me dis, c'est que si tu es très, très bon dans un domaine, tu peux te permettre d'être vraiment mauvais dans un autre. Et là, finalement, vous allez revenir à quelque chose d'un peu plus équilibré en disant qu'il y a quand même des minimums à avoir, sinon ça ne fonctionne pas, quoi. C'est ça, Donc, il y a des choses qui peuvent être éliminatoires quand tu es vraiment mauvais quelque part, mais voilà, personne n'est parfait. Norcis est loin d'être parfait. Ça ne nous empêche pas d'essayer de faire bien beaucoup de choses. Mais en tout cas, on va aller vers ces standards très puissants puisqu'ils seront partagés par tout le monde sur la réduction des écarts de salaire, le partage des richesses, la lutte contre les injustices et les inégalités au niveau social, la lutte contre le dérèglement climatique. Et là, tu auras un tronc commun qui sera très puissant et aussi, je pense, qu'il fera qu'on sera une communauté d'autant plus soudée qu'on aura ces communs entre nous. Ouais, ok. On va faire un voyage dans le futur. Nous sommes en 2050. À quoi ça ressemble le monde du travail pour toi en 2050? Alors, c'est assez marrant parce que tu me renvoies à une convention citoyenne qu'on a organisée chez Norcis que j'avais chapeautée parce que je voulais justement qu'on s'appuie sur les mécaniques de la convention pour essayer de nous réinventer et de donner la parole à des salariés qui n'étaient pas présents dans des organes de gouvernance, qu'ils soient des organes de réflexion, des organes de décision. Et on avait fait un peu cette prospective-là. Alors, pas à 2050, à 2030, parce qu'honnêtement, celui qui est capable de dire comment ça va être en 2050, il est extrêmement fort, vu qu'à mon avis, déjà en 2030, le monde va être assez différent d'aujourd'hui. Mais et 2030, voilà, alors, 2030, très bien. Qu'est-ce qui en était sorti? Ça peut être hyper intéressant, ça.
2030, je pense que de plus en plus, il y aura un rapport de force qui se sera quand même relativement inversé, où les salariés auront des exigences toujours plus fortes vis-à-vis de leurs employeurs, où les entreprises devront montrer à leurs salariés qu'elles les méritent et non l'inverse. Voilà, et aussi qu'il y aura, je pense, des modalités de travail qui seront extrêmement différentes d'aujourd'hui. Je ne rêve pas vraiment d'un monde où on finit tous enfermés chez nous devant nos PC en casque de réalité virtuelle, comme dans, je crois que c'est Ready Player One, hein, le film qui Ouais, avait tout à fait. Ouais. mis ça en image de façon assez brillante. Mais j'espère de tout cœur, en tout cas, que on gardera des modalités de travail où on fait ensemble, on œuvre ensemble, on grandit, on s'instruit, on se respecte, parce qu'on travaille autour de projets communs qui ont du sens. Ouais. Ça, c'est ce que j'espère. J'ai bien peur que ce soit pas exactement ce qui se dessine aujourd'hui, mais bon, voilà, pour pas faire long, quelques éléments qui me viennent à ta question bizarre. Ça marche. Bon, mais écoute, ça donne un éclairage. Et c'est vrai qu'on partage ça au moins de faire ensemble. Je suis d'accord, c'est quand même hyper important. On est des animaux sociaux. On a besoin d'être ensemble et de faire ensemble. Je pense que ça changera pas forcément tout de suite. Quel conseil tu rêverais de donner, mais que tu n'as jamais osé donner à quelqu'un, un client ou un fournisseur, un père? Je vais dire oser boycotter. Ah, Je pourrais le dire de façon plus consensuelle en disant oser renoncer. Hein, et d'accord. je constate de plus en plus que parmi les entreprises que je considère être les plus engagées, les plus investies, souvent je trouve ce qui assoit le plus leur légitimité, c'est qu'elles ont su faire des renoncements et Ouais. les rendre publics. Tu peux prendre la Camif qui a renoncé à une partie de son chiffre d'affaires dès lors qu'il faut utiliser des produits qui viennent d'Asie ou hors Union européenne. Je pense au laboratoire Expansion et la marque Mustela qui ont officiellement dit qu'ils allaient arrêter les lingettes jetables d'ici 2030, ce qui aujourd'hui pèse quand même 25% de leur business. Voilà, nous on a eu des renoncements multiples ces 2-3 dernières années, notamment sur le volet business. Tu vois, voilà, mais au-delà de ça, nous on a acté en interne avec nos équipes, nos directions, parfois des boycotts de certaines entreprises, de certaines marques, de certains types de services. Et ça a été des moments très fondateurs, très puissants pour se dire il faut pas être dogmatique ou en tout cas le moins possible, mais parfois il faut des décisions très marquantes parce que ça permet aussi de créer parfois des frictions qui aident à expliquer c'est quoi notre projet et vers où on veut aller. Donc je te donne un exemple, on a il y a quelques années voté collégialement dans l'entreprise le boycott d'Amazon Logistique, c'est-à-dire d'interdire de se faire livrer Amazon en tant que Nord6, mais aussi personnellement au bureau. Parce qu'on trouve que cette entreprise a des pratiques sociales notamment qui sont inentendables au regard de ce que nous on défend. Ok. Ouais, c'est intéressant de se dire qu'on se définit effectivement par ce qu'on refuse, quoi, plus que ce qu'on accepte. Ouais. Je trouve ça intéressant comme idée. Et comment est-ce que tu apprends? Est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu as lu? Qu'est-ce que tu écoutes peut-être? Les podcasts? Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce que tu aurais des références à nous donner? Ouais, alors, deux réponses. Déjà, j'apprends en observant beaucoup et en écoutant beaucoup des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration et que j'ai la chance de fréquenter régulièrement ces 2-3 dernières années avec tout ce qui s'est passé autour de la perma, avec Bilab, avec le mouvement Impact France et j'apprends beaucoup de ces observations-là. Donc, j'apprends parce que ce qui n'empêche pas d'être ambitieux et très investi. J'essaie de rester le plus humble possible. Aujourd'hui, il reste tellement à faire, que même s'il y a des réussites, il faut absolument rester très modeste. Et pour donner une réponse peut-être plus utile à d'autres, et tu peux pas les citer? C'est des gens que tu veux pas les citer? Je les ai déjà un petit peu cités, mais des gens comme Éric Duverger, comme Antoine Denoy, Caroline, la directrice générale du mouvement Impact France, Augustin, le directeur général de Bilab en France. Il y a plein de gens comme ça que j'ai beaucoup d'admiration et parfois des égards différents, mais qui me nourrissent beaucoup. Après, alors j'essaie de lire un peu, mais comme je suis papa depuis 2 ans, j'ai beaucoup de mal à lire des bouquins, donc je lis beaucoup de BD en ce moment. Et alors, c'est quoi la dernière BD? Et puis, comment? C'est quoi ta dernière BD? Il peut y avoir des choses. La dernière, c'est Bug, le premier tome de Bug de Enki Bilal.
parce que j'essaie quand même de lire des choses qui ont des liens avec tout ce qu'on se raconte. Si c'est du pur divertissement, en général, je préfère un film ou une série. Mais quand il s'agit de lire parfois des livres et plus souvent en ce moment des BD, j'essaie quand même de lire des choses qui ont des intérêts par rapport à tout ce qu'on évoque. Donc Bugs, c'est intéressant parce que c'est une prospective. Là, je viens de finir une autre qui s'appelle Terre, qui est un petit peu sur les mêmes logiques. Voilà. Et puis sinon, j'essaie de voir de trouver des contenus qui sont pas trop longs pour les mêmes raisons, parce qu'entre tous ces engagements pro et puis les engagements perso, peux pas tout faire, mais 2 ans, tu es dans une période où tu dors moins, c'est ça, faut renoncer aussi, il y a des renoncements. Mais je pense que je dois admettre que je me donne sans doute pas assez de temps pour continuer à apprendre, mais j'ai passé beaucoup de temps à écouter et observer aussi pendant plusieurs années. Mais récemment, j'ai fait la formation Butterfly d'AXA Climate qui était super, vraiment super. Okay. Mais sinon, historiquement, j'apprends beaucoup en lisant des bouquins et je ne lis que des livres sur les sujets en lien. L'entreprise libérée d'Isaac Getz, bouquin de Pascal Canfin, de plus récemment, qu'est-ce qu'il y a eu j'avais regardé aussi l'entreprise contributive de Fabrice Bonifay. Enfin, voilà, parce que c'est des temps longs et que ces temps longs sont très utiles pour pouvoir penser de façon plus complexe. Des sujets sur lesquels on est aspiré et dans lesquels on est de façon très intense au quotidien, quoi. Très bien, merci pour cette réponse étayée. Et À portée de main, tu l'as lu cette BD ou pas? Ça te parle? Comment tu dis? À portée de main. Ça c'est sympa, c'est sur la Convention citoyenne pour le climat. C'est des auteurs qui se sont dit, tiens, si toutes les mesures de la Convention citoyenne avaient été mises en œuvre, qu'est-ce que ça donnerait? Et tu as 2 pages par mesure illustrées en mode BD. C'est vachement sympa. Donc, si tu aimes bien les BD, tu aimes bien les trucs vu que tu m'as parlé de convention, je me suis dit peut-être que ça pourrait t'intéresser. Ouais, c'est vachement chouette. Surtout que je suis beaucoup ce que fait la CEC. On discute aussi de voir comment on pourrait avoir des synergies entre eux et nous, en fait. Hein. Ouais. Mais merci. Écoute, je regarderai. Comment tu l'écris? Parce que tu peux l'écrire de plein de façons différentes. Ouais, mais justement, il y a un jeu de mots. Je ne sais plus si c'est apporter, genre j'apporte demain ou apporter demain. Enfin, je ne sais plus. Il y a un jeu de mots et je ne sais plus comment exactement ils l'ont écrit. Je t'enverrai le truc. Ok. Dernière question. C'est bon, je l'ai trouvé. C'est bon, tu l'as? Ouais, ok. Quelle question tu te poses encore aujourd'hui? La question qui me turlute, qui m'obsède même en ce moment, c'est quel pourrait être le hack, je vais reprendre le mot de tout à l'heure, de nos modalités, je dirais, d'influence, nos modalités d'influence, c'est-à-dire tous ces acteurs qu'on a pu citer, dont on fait partie, mais qui sont là pour essayer de faire démultiplier, de faire grandir les mouvements de l'entreprise à impact positif au sens très large du terme, je dirais. Voilà, en côtoyant tous ces gens brillants, en participant parfois à des tribunes, en faisant beaucoup de conférences, etc. En ce moment, je me dis souvent, mais ce serait quoi le hack qui ferait qu'on va vraiment passer l'échelle? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on reste encore dans une espèce d'entre-soi qui est pas désagréable, mais qui est pas satisfaisant. Okay. Et donc, la question que je me pose constamment, c'est, ça serait quoi l'idée un peu folle, voilà, qui ferait que on aurait un TikToker de l'extrême sur l'impact qui serait suivi par 10 millions de jeunes, qui ferait qu'ils auraient tous envie d'aller bosser dans des boîtes à impact et que du coup, par mécanisme, toutes les boîtes qui sont pas pleinement investies aujourd'hui, elles aient plus d'autre choix que d'y aller. Voilà, je rêve d'une idée un peu folle comme ça. Donc, la question, c'est ça, c'est comment on va nous-mêmes nous réinventer ou trouver une façon très différente d'opérer pour être hyper efficace et faire en sorte que la cause que l'on sert parfois corps et âme et parfois à déraison en pensant pas assez à notre propre bien-être et à notre propre énergie puisse passer l'échelle, quoi. Ah ouais. C'est une vraie question, c'est clair. Quand tu parles de TikToker comme ça me fait penser à une citation que j'ai vue il n'y a pas longtemps, enfin que j'ai relue il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, putain, c'est quand même sacrément vrai, de Bernard Werber, qui dit ne t'attaque pas au système, démode-le. C'est peut-être ça la solution.
c'est que ce soit hyper à la mode, effectivement, d'être vertueux, quoi, carrément. Écoute, le député dont j'ai relayé le détournement qui est formidable, son truc c'est il faut qu'on démode la fast fashion. Et donc en plus c'est génial parce que tu as le lien avec le monde de la mode, donc je plus sois. Carrément. Et ben en tout cas, merci beaucoup du temps accordé, merci pour tous ces éclairages, c'est hyper intéressant pour moi à titre personnel déjà, et puis pour ceux qui vont pouvoir bénéficier aussi de cette interview. Merci à toi, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres aventures. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Cet épisode, il sera en ligne, notamment sur le ChangeLab, la plateforme de l'innovation managériale dans laquelle on va décrypter toutes ces transitions. Donc, n'hésitez pas à vous abonner au ChangeLab. Et en attendant, merci à tous et à la prochaine. I can taste